président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Merci à tous. Mes amis, d'abord je vous le dis très simplement, je suis heureux de vous retrouver. Je suis heureux de retrouver votre énergie, je suis heureux de retrouver le panache et la fougue de Guilhem. Je suis heureux, malgré une petite fatigue que je discerne de la soirée d'hier soir, de l'envie et de l'enthousiasme chez vous, les jeunes républicains, avec lesquels nous avons tant construit. Vous savez, on dit que cette époque est en proie aux égoïsmes. J'aime que vous incarniez tout l'inverse. J'aime que vous montriez que l'on peut s'engager pour quelque chose qui est plus grand que soi. J'aime que l'on offre de son temps pour une aventure collective. J'aime que l'on défende des idées. J'aime que l'on croit et que l'on s'engage. Vous êtes ce visage que j'aime de ce que peut être la politique. Et j'avais à cœur d'être à côté de vous parce que précisément, je n'oublie pas tout ce chemin que nous avons parcouru. Et je voulais être aussi à côté de vous parce que vous le savez, nous avons surtout une longue route qui nous attend avec un immense défi à relever. Et je suis venu vous parler sans détour de ce que j'ai en tête, du cap que je veux tenir et de ce que je veux que nous fassions ensemble. Alors apparemment, certains se demandent pourquoi je n'ai pas la bougeotte, pourquoi je ne monopolise pas les micros, pourquoi je ne cours pas les plateaux. Je vais le dire autrement, certains se demandent pourquoi je refuse de reproduire les schémas qui ont amené la politique à conduire notre pays sur la pente du déclin depuis 40 ans. Mais mes amis, la réponse est évidente. La réponse, elle est dans la question. Bien sûr, je vois. Bien sûr, j'entends. Bien sûr, j'observe comme vous l'agitation dans les couloirs, les jeux de rôle, les postures, les petites phrases, les maigres calculs. Et alors, j'ai tout simplement choisi un autre chemin, et c'est ce chemin que je veux aujourd'hui vous expliquer. N'a-t-on donc rien compris? Pense-t-on sincèrement que l'on va sortir la politique de l'ornière en reproduisant les mêmes codes et les mêmes méthodes? Comment ne pas voir, vous qui y opposez votre enthousiasme et votre fougue, où en est arrivée la politique? Noyé dans un océan de vanité dérisoire, le beau mot de politique. Le si beau mot de politique qui veut dire la vie de la cité, en est venu à susciter de l'indifférence ou du rejet. De polémiques picrocolines en indignation feinte, le naufrage de la politique nous a fait perdre de vue l'essentiel. La seule chose qui donne du sens. Le temps long, la destinée commune. Non seulement tout ceci est dérisoire, mais surtout, voilà l'écume qui nous détourne de l'essentiel. Jamais la France n'a eu autant besoin de se repenser. Et jamais la politique n'a été aussi incapable de proposer un horizon et un au-delà de la colline. Dans une politique où tout est fait pour nous happer vers le bas, je crois plus que jamais à la nécessité de reprendre de la hauteur. Demain, ce dont vous avez besoin, ce ne sont pas de politiques qui parlent plus. Demain, ce dont vous aurez besoin, ce sont de politiques qui agiront mieux. Et je vous le dis, si nous voulons retrouver la confiance de nos compatriotes, le temps politique ne doit pas se soumettre au temps médiatique. J'ai fait ce choix de l'engagement politique très tôt. Et quand je vous vois, je pense à mes premiers engagements. J'avais cet appel en moi, tout m'y portait. C'était mon chemin. Comme vous, j'aime les horizons qui transcendent. Je crois, comme vous, que l'on peut ciseler le destin d'un pays. Je pense, comme vous, que rien n'est plus beau que d'agir pour améliorer la vie des autres. J'ai toujours pensé que c'était le plus beau sens que je pouvais donner à ma vie.
J'y ai beaucoup sacrifié. J'ai beaucoup demandé à ma famille. J'ai connu les joies des victoires et l'amertume des défaites. J'ai appris dans les unes comme dans les autres. J'ai essayé, j'ai recommencé, je suis tombé, je me suis relevé. Et rien de cela ne m'a pesé. Rien de tout cela ne m'a jamais pesé. J'ai toujours gardé cette même passion en moi et j'ai essayé à chaque fois de progresser. Mais il y a une chose en revanche que je refuse. Il y a une chose qui me pèse et que je ne veux pas que nous acceptions. Je refuse que la politique ne serve à rien. Je refuse que la politique s'abîme dans la médiocrité. Je refuse que nous renoncions à redresser notre pays, Guilhem. Je refuse qu'on laisse s'installer le déclin. Rien ne me fait plus de peine que quand je vois nos compatriotes perdre l'espoir. Et je crois profondément que le seul sens, la seule mission, c'est d'aller chercher le sursaut de notre pays. Et qu'il n'y a aucune fatalité sur ce chemin-là si l'on s'en donne le moyen, le courage et la détermination. En 2027, cela fera 20 ans que notre famille politique n'aura pas remporté d'élection présidentielle. 20 ans. Il est peut-être temps de prendre compte avec humilité ce qui nous a éloignés des Français. Et si nous préparons cette élection comme les autres, nous la perdrons exactement comme les autres. Si nous voulons gagner, il faut s'extraire du brouhaha et du tumulte. Il faut le faire parce que 2027 ne sera pas une élection présidentielle comme les autres. Ce ne sera pas, j'en suis convaincu, une énième conquête individuelle ou la satisfaction d'une ambition personnelle. Ce sera pour un pays épuisé par autant d'années qui l'ont amené à commettre tant d'erreurs, l'heure du grand choix. Glisser définitivement dans le déclin ou y mettre un coup d'arrêt et remonter la pente. Alors il faut se réinventer. Il faut oser dire ce qui bloque et abîme notre nation. Il faut oser imaginer un nouveau modèle. Il faut prendre le temps, ce que nous ne faisons plus, d'écouter les attentes et les aspirations des Français, des attentes et des aspirations parfois contradictoires. Il faut renverser la table. Il ne faut pas emprunter les mêmes chemins et les mêmes travers. Et ne vous y trompez pas. C'est à cela que je vais consacrer toute mon énergie, vous conduire à nouveau vers un grand succès collectif. Éric, cela commence par le travail que tu mènes avec courage et talent. Vous savez tous les liens qui nous unissent avec Éric. Toutes les batailles politiques des dernières années, nous les avons toutes menées ensemble. Et je veux témoigner ici ma profonde reconnaissance à Éric pour son courage, sa détermination et son talent. Je suis fier que ce soit le président de notre parti. Merci Éric. Avec nos groupes, Olivier, Bruno, toi qui amènes tellement d'idées dans notre famille politique, François-Xavier, toi qui as tellement appris et qui as été affirmé en portant cette parole de la France à Bruxelles. Ils s'emploient ensemble à ce que nous incarnions une opposition utile, avec nos députés et nos sénateurs, depuis Yann jusqu'à Annie, en passant par les députés de ma région, avec nos sénateurs, Valérie, Yannick, tous ceux que j'aime tant. Pour cela, mes amis, il est fondamental, dans cette période où nous devons offrir ce visage d'une opposition utile, de rester fidèles aux principes qui nous ont toujours guidés sous la Ve République. Dans notre famille, on ne dépose pas de motion de censure à tout va pour le simple plaisir de faire tomber un gouvernement, prenant ainsi le risque d'ajouter le chaos au désordre. Notre seule boussole est et doit rester l'intérêt supérieur de la nation. Mais je veux aussi être clair. Au moment où l'on discute du projet de loi sur l'immigration, si un texte devait heurter frontalement ce qui représente pour nous le cœur de l'intérêt national, si ce texte devait conduire à ouvrir de nouveaux appels d'air pour encore plus d'immigration, alors notre devoir serait de nous y opposer de toutes nos forces
et par tous les moyens institutionnels. Mais après ce temps de l'opposition, viendra celui, et nous devons le comprendre, de dépasser ce que nous sommes et de rassembler tous ceux qui veulent aller chercher ensemble le sursaut du pays. Si je vous dis cela, c'est parce que je suis convaincu qu'il faut sortir la politique française de cette confrontation funeste entre blocs élitaires et blocs populaires qui l'épuisent. Les Français sont las de ces tensions et j'aurai besoin de votre aide pour y parvenir. Il n'y a pas une France progressiste et une France populiste. Il n'y a pas une France raisonnable et une France déraisonnable. Il n'y a pas une France moderne et une France moisie. Il y a la France. Elle est une, elle est unique et elle doit être capable de fédérer et de rassembler des Français de toutes origines. J'ai toujours pensé que c'était ce qui faisait la noblesse de la politique française. Et ceux qui espèrent rejouer 2017 ou 2022 en trouvant un clone du président du Cercle de la Raison, avec pour seul dessein de faire barrage au populisme, cela se trompe lourdement. Ils parient sur la lutte des classes. Ils préfèrent la fracture sociologique au débat politique. La tentation est grande, oui, vous le savez, d'enfermer la politique dans un jeu de rôle, où les uns servent d'épouvantail aux autres pour être élus par défaut et pour qu'en fin de compte, rien ne change. Voilà dans quel non-choix il ne faut plus s'enfermer. La bien-pensance dénuée du moindre courage contre la rage dénuée de la moindre crédibilité. L'époque, mes amis, exige tout l'inverse. Elle demandera que nous transcendions les clivages sociologiques et territoriaux en vue d'un seul objectif, la reconstruction. En un mot, mes amis, portez la promesse d'une réconciliation française. Et il faut commencer par s'attaquer aux racines du mal français. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que s'est-il passé? Que s'est-il donc passé dans un pays où, théoriquement, le président de la République est si puissant pour que la politique devienne un Gulliver enchaîné? Que s'est-il passé pour que le politique perde les manettes et pour qu'élection après élection, quelles que soient les personnalités qui soient choisies, rien ne change? L'immigration, la délinquance, la désindustrialisation, la dette publique, le poids des impôts. Les mêmes qui ont fermé Fessenheim parlent ensuite d'indépendance énergétique. Les mêmes qui ont laissé exploser les dépenses publiques bombent ensuite le torse contre le gaspillage. Les mêmes qui ont laissé dériver l'immigration irrégulière expliquent ensuite qu'il faut revenir sur tel accord international, ce qu'ils n'ont jamais fait. Comment les croire? Et pourtant, notre pays a tellement d'atouts. Et pourtant, quand nous regardons notre pays, nous sommes tous convaincus qu'il a tout pour être à nouveau un pays de cocagne. Si seulement on le remettait la tête à l'endroit. La réalité, c'est que notre pays a basculé dans un blocage qui est très comparable à celui de la fin de la 4e République. Notre pays s'est laissé déposséder de sa capacité d'action. Nous avons connu cela par le passé et nous avons su en sortir. Sous la 4e République, nous avons su sortir d'un parlementarisme fou qui conduisait à l'instabilité ministérielle pour redonner un élan à la France. Aujourd'hui, le mal est plus insidieux. Il se loge dans un fonctionnement de l'État profond qui a organisé le blocage du pays. Il se niche dans les rouages d'une machine bureaucratique. Il se traduit dans cette chape de plomb du politiquement correct que vous, les jeunes républicains, vous combattez avec tellement de courage. Il prend ses racines dans une autonomisation de l'administration alors que servir est la noblesse de l'administration française. Il se manifeste,
François Xavier, dans cette décision récente d'une Cour suprême proclamant le droit des immigrés illégaux à violer nos frontières. Il s'incarne dans tous ces groupuscules d'extrême gauche qui, depuis la capitulation de Notre-Dame-des-Landes, ont pris l'habitude de bloquer notre démocratie. Mais rien de tout cela n'est une fatalité. Tout ceci peut s'inverser avec du courage. C'est en renversant ce règne de l'impuissance que la souveraineté populaire pourra à nouveau se traduire en actes. Et nous revient la tâche de rétablir un principe simple qui est au fondement de la République. Ce ne sont pas des autorités administratives, ce ne sont pas des cours suprêmes de faire la loi. C'est au peuple français, par ses représentants et par le référendum, outil fondamental auquel je suis convaincu qu'il faudra donner un nouveau rôle dans les institutions de la Ve République. Ce déblocage si je vous en parle, avant même que nous évoquions ce que nous voulons faire sur le fond pour le pays, c'est parce que c'est le préalable à tout le reste. Et c'est précisément parce que nous n'avons pas su trancher par le passé ces nœuds gordiens et reprendre le contrôle sur le pays que nous avons échoué. Et si nous ne voulons pas échouer comme les autres, il faut commencer par cela, reprendre le contrôle politique du pays, parce que pour qu'une démocratie vive, le choix que les Français font lors des élections, qui s'incarne dans le choix des élus, doit aboutir ensuite à des majorités qui ont la capacité d'agir. Aujourd'hui, c'est devenu le règne de la politique impuissante. Par le passé, la France avait su sortir de ce piège. C'est le même défi qui est devant nous. Et je mesure l'ampleur de la tâche. Je mesure sans doute mieux que personne l'ampleur de cette tâche. Mon parcours, vous le connaissez. J'ai eu la chance d'étudier dans de grandes écoles. Et j'en suis fier. J'ai beaucoup travaillé pour cela et j'ai beaucoup appris. J'ai été élu chez moi en Haute-Loire, presque avec le même socle de confiance que Nicolas et avec des mêmes élections de conquête. J'ai eu l'honneur ensuite d'être appelé à occuper des fonctions gouvernementales. Et je me suis toujours méfié de ce piège. Perdre sa lucidité. Finir par être dévoré par la machine. Perdre la capacité à voir. J'ai toujours essayé, je n'y suis pas toujours parvenu, mais j'ai toujours essayé de garder ma lucidité. J'ai vu de près tout ce qui bloque notre pays. J'ai saisi les ressorts de cette impuissance et j'ai toujours tenté de lutter contre cette mécanique. Quand le RSA a été mis en place, j'ai dénoncé le danger de l'assistanat, à une époque où ça n'était pas populaire. Quand certains parlaient de l'identité heureuse, avec Éric, nous avons toujours refusé de fermer les yeux sur les dangers du communautarisme. Face à ces blocages de la politique nationale, j'ai fait le choix, vous le savez, de l'engagement sur le terrain. Là où on ne peut pas tromper. Là où les Français attendent le plus de résultats concrets. Comme maire, dans ma ville du Puy-en-Velay, et comme président de notre si belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Je m'y emploie avec notre équipe à redonner des valeurs claires. Ne jamais gaspiller l'argent public, n'augmenter aucun impôt. Défendre d'abord ceux qui travaillent, ce que notre pays a perdu de vue. Croire au mérite, avec des bourses pour les étudiants qui se donnent du mal. Le mérite, l'effort, ces 6 beaux mots que l'on n'ose plus aujourd'hui prononcer. Et quand l'extrême gauche, avec les Verts à Grenoble, décide d'introduire le burkini, je n'ai pas hésité un seul instant, malgré toutes les pressions, à suspendre toutes nos coopérations. Parce que c'est la France, parce que c'est la laïcité et parce que nous ne devons pas accepter que des élus de gauche, d'une gauche républicaine que je pouvais estimer, bradent les valeurs communes qui sont celles de la République. Je connais le prix à payer pour tout cela. J'ai mesuré ce qu'il en coûte de sérénité et de détermination pour déverrouiller la République française. Et aujourd'hui, j'y suis prêt. Et c'est seulement, mes amis, ensuite, que tout pourra à nouveau devenir possible. Seulement ensuite. Reconstruire la France. Et d'abord rétablir l'ordre.
Oui, c'est l'aspiration d'une immense majorité de Français. Tout simplement parce que c'est la première mission de l'État, assurer l'ordre et la protection. Avec quelle rapidité, Geoffroy, s'est-on empressé d'oublier le souvenir des émeutes? Entre les soi-disant supporters anglais du Stade de France et les Kevin et Matteo, avec quelle facilité les politiques s'empressent-ils de nier la réalité? Non, mes amis, contrairement à ce qu'on nous a dit, l'ordre n'est pas rétabli. L'ordre n'est pas rétabli quand une jeune Toulousaine de 19 ans est défigurée par 4 mineurs qui ne lui reprochaient que sa tenue. Non, l'ordre n'est pas rétabli quand un fonctionnaire de police se fait rouer de coups devant un centre commercial à Brétigny pour avoir signalé un excès de vitesse. Non, l'ordre n'est pas rétabli quand une jeune femme se fait torturer et violer à son domicile de Cherbourg par un multirécidiviste. Et si nous voulons rétablir l'ordre et retrouver notre nation, il y faudra beaucoup plus. Ce que nous avons à rebâtir, c'est tout ce qui a été déconstruit. Pas seulement la police, pas seulement l'autorité des forces républicaines, l'autorité à l'école, la transmission des savoirs et d'une fierté nationale, la maîtrise des frontières et de l'immigration, la fermeté et l'automaticité des peines, et tout simplement le respect. Restaurer l'autorité dans tous les compartiments de la société. Notre famille a toujours porté cela avec constance. Mais je vous le dis aussi, l'ordre seul ne suffira pas. Il faut aussi que nous donnions à notre pays un souffle. Il faut que nous redonnions à notre pays une ambition. Il faut que nous redonnions à notre pays une vision qui manque tant en ce moment dans les interventions des responsables politiques. Il faut que la France redevienne un modèle. Je veux que l'on se donne 10 ans pour que la France soit à nouveau la première nation en Europe, là où aujourd'hui nous souffrons tous d'être humiliés, aussi bien par l'Allemagne que par les États-Unis ou tous nos autres partenaires. Cette France que nous voulons, je veux qu'elle permette à chacun d'entre vous de réaliser son projet de vie, où qu'il soit, quel que soit son parcours, ses origines, sa famille, ses aspirations, parce que c'était la promesse initiale de la République. Une France où chacun puisse s'épanouir et progresser grâce à ses efforts, à son courage, à son mérite. Alors que les illusions de la fin de l'histoire, de l'identité heureuse ou de la mondialisation sans limite s'effondrent sous nos yeux, je crois à la possibilité de bâtir ce que j'ai appelé une France des régions heureuses. Et je voudrais vous l'expliquer. La France des régions heureuses, c'est d'abord faire le choix des territoires. C'est faire le choix de l'enracinement contre le multiculturalisme sans attache. Je crois à la possibilité de construire notre pays autour de territoires qui concilient le dynamisme et la qualité de vie, à l'image de la Floride, de la Bavière, de l'Italie du Nord, à l'image de certains territoires qui se sont constitués en France et qui forcent notre respect par leur compétitivité et la qualité de vie. Je pense, Bruno, par exemple, à la Vendée, pour laquelle tu as tant œuvré. Cette France des régions heureuses, elle se retrouve à Toulouse. Elle se retrouve autour de ce que vous avez fait aux Alpes-Maritimes. Elle se retrouve dans notre région. Cette France des régions heureuses, c'est comprendre qu'il faut laisser respirer le pays et arrêter de tout imposer depuis Paris, ce qui épuise les Français à force d'être corsetés de normes et de règles. La France des régions heureuses, c'est retrouver et protéger une qualité de vie à un moment où les Français aspirent à d'autres modes de vie que d'être entassés dans des mégalopoles inhumaines. La France des régions heureuses, Guilhem, c'est faire le choix de la réindustrialisation, compter sur l'innovation de nos start-up, bien sûr, mais en lien avec un tissu industriel au lieu de dépendre des importations. La France des régions heureuses, c'est aussi, et cela supposera que nous revenions sur certaines de nos conceptions au sein de notre famille politique. La France des régions heureuses, c'est aussi une autre vision des services publics, où l'on comprend que notre pays a besoin de services publics de proximité, que cette dépense-là est précieuse et que celle qu'il faut traquer, c'est celle de la lourdeur administrative, pas celle des écoles ou des hôpitaux. Voilà ma conviction. Donner un avenir à la France,
en redécouvrant nos forces dans toute la profondeur du pays et réconcilier les Français autour d'une ambition commune, au lieu de les laisser dans ce divorce entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. Nicolas, c'est ce modèle que tu édifies avec énergie à Valence, avec de nombreux projets de réindustrialisation. Et avec toi, avec toute notre équipe, je suis fier que notre région compte la moitié des projets de relocalisation en France, ce qui montre que c'est possible et qu'il n'y a pas de fatalité à tourner le dos à une France qui travaille. Ce redressement de notre pays, vous l'avez compris, passera par le redressement de notre économie. Plus aucun politique ne parle sérieusement de ces enjeux. Et pourtant, c'est la seule condition durable de la prospérité pour les Français. On veut faire croire aujourd'hui aux Français que l'on peut défendre le pouvoir d'achat à coup de chèques gouvernementaux. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, accablés par le poids du gaspillage public, les Français ploient sous les impôts. Je l'ai dit simplement mais clairement, et avec une formule que je veux précisément nette et simple, il faut rendre l'argent aux Français. Il faut rendre l'argent à la France qui travaille, il faut rendre l'argent à la France qui a travaillé toute sa vie, et cela passe par le fait de baisser le gaspillage de la dépense publique, parce que la réalité, c'est que les Français n'ont plus de pouvoir d'achat en France, parce qu'il y a trop d'impôts, et parce que nous avons laissé dériver depuis trop longtemps le gaspillage de l'argent public. Et en la matière, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez. J'ai besoin de vous pour que nous dénoncions les choix dangereux portés par ceux qui ne sont toujours pas capables de donner ne serait-ce que leur position sur un sujet aussi fondamental que l'euro. J'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à dénoncer les choix dangereux de ceux qui, après avoir dit l'inverse, ont fait miroiter la retraite à 60 ans sans même dire comment la payer, ce qui est la pire menace pour les retraités de notre pays. J'ai besoin de vous pour dénoncer ceux qui restent aujourd'hui dans la complaisance à l'égard de l'assistanat, alors que pour moi, la valeur fondamentale de notre pays, c'est que pour qu'un pays soit juste, il faut que ceux qui travaillent gagnent plus que ceux qui ne travaillent pas. C'est la première condition de la justice sociale dans un pays comme le nôtre. Cet argent public, celui qu'octroient royalement certains responsables gouvernementaux, mais ça n'est jamais que votre argent, ça n'est jamais que l'argent du contribuable. Pourquoi est-ce qu'avec Nicolas, nous nous employons à le gérer avec exigence? En arrivant à la tête de notre région, on m'a expliqué qu'il était impossible de faire des économies. Nous les avons faites. Nous avons baissé de 15% les dépenses de fonctionnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, aucune collectivité n'est mieux notée par les agences financières de notre région au moment où la France est encore menacée par la dégradation d'une agence financière, ce qui serait particulièrement humiliant par rapport à la stabilité de l'Allemagne. Ce que nous avons fait n'est pas une réussite comptable, c'est une réussite morale. Parce que contrairement à l'État, on ne lègue pas de dette à nos enfants. Parce que contrairement aux collectivités de gauche, on n'écrase pas de fiscalité supplémentaire les Français. Si on veut, on peut. Arrêtons de croire qu'en France, le gaspillage de l'argent public est une fatalité. Et je voudrais aussi vous parler d'un autre sujet. Un sujet qui, je le sais, est pour vous particulièrement important et dont nous n'avons pas toujours su parler correctement et dont je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, la classe politique parle si mal. Je voudrais aussi vous dire que relever ces défis, restaurer un dynamisme français, nous permettra également de répondre aux enjeux environnementaux. Notre famille a été trop longtemps silencieuse sur ces sujets et merci à toi, Éric, d'avoir commencé à secouer les choses. On ne peut laisser l'écologie à des extrémistes, que je suis bien placé pour connaître, pour les combattre dans ma région, dont le seul discours est d'être contre tout.
Ne vous laissez pas intoxiquer par ces prophètes de malheur qui vont jusqu'à expliquer à notre jeunesse qu'il ne faudrait plus faire d'enfants sous prétexte de sauver la planète. Ce n'est pas en suicidant le génie humain que nous sauverons la Terre. Je vous le dis, l'écologie est un sujet trop sérieux pour être laissé aux extrémistes écologistes. Emparez-vous-en, emparez-vous de ce sujet de l'écologie. Faites-en un des étendards de notre famille politique. Mais je vous demande de le faire en partageant avec vous une conviction. Un message d'espoir qu'à mon sens on ne partage pas suffisamment et sur lequel je voudrais échanger un instant avec vous. Vous êtes une des seules jeunesses au monde à pouvoir défendre d'un même mouvement votre nation et la planète. Car nous sommes l'une des seules économies les plus décarbonées au monde. Car notre agriculture est une des plus respectueuses de l'environnement au monde. N'oubliez jamais que quand on parle d'environnement, quel est le principal problème de la France ? Les seules importations chinoises en France émettent plus d'émissions de carbone que tous les ménages français. À chaque fois qu'au lieu d'importer, nous produisons nous-mêmes, nous agissons pour l'environnement. Vous êtes, mes amis, une des seules jeunesses à pouvoir vous dire que faire réussir notre pays, c'est aussi la meilleure action pour l'environnement. Je trouve que c'est un extraordinaire message d'espoir pour la jeunesse de la France. Je trouve que c'est une extraordinaire possibilité de bâtir ensemble ce que j'appelle une écologie de l'environnement, ce que j'appelle un patriotisme environnemental, tout à la fois faire réussir la France et faire progresser l'environnement. C'est dans cette direction que je vous demande de travailler et de construire la parole des Républicains sur l'écologie et l'environnement. Pour finir, je voudrais partager avec vous une expérience qui m'a profondément marqué. J'ai marché ces derniers mois sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce chemin qui part du Puy, ce chemin qui traverse notre pays et où l'on réapprend à admirer ce qui en fait la beauté. J'ai poussé la porte de ma maison et je suis parti. Sans doute aussi parce que j'avais besoin de cette rupture, avant de se lancer dans les épreuves qui nous attendent. Le chemin apporte une grande leçon de vie. Si l'on tient son cap, si l'on sait où l'on veut aller, si chaque jour on met un pas devant l'autre, alors jour après jour, on s'approche du but. Il semble au début si lointain. Il peut y avoir des orages, il peut y avoir des tempêtes. On a des moments de découragement, on a des moments de fatigue, on a des moments de doute. Mais la seule règle, et cette règle-là est intéressante pour vous, la seule règle est de ne pas dévier de son chemin. La seule règle, c'est de ne pas renoncer. La seule règle, c'est de garder au fond de soi le cap. Et alors, si vous le faites, rien ne peut vous arrêter. Et on acquiert le courage serein de surmonter toutes les épreuves. Mes amis, c'est ce que je vous souhaite. Donnons-nous ce cap. Ayons cette détermination. Tenez-vous prêts. Montrez aux idéologues qu'il existe une jeunesse de France imperméable aux délires communautaristes, indigénistes ou décoloniaux. Au lieu de porter un discours victimaire qui ne s'adresse à la jeunesse que pour la plaindre, vantons ses talents. Montrez à l'Europe que le génie français, celui de Molière, Pascal ou Cyrano, est un vaccin à cette idéologie de la déconstruction qui s'empare de l'Occident. Montrez au monde qu'il y a une jeunesse de France prête à s'engager pour retrouver la fierté et le bonheur d'être français. Ne l'oublions jamais, le sursaut fait partie de l'âme française. Le sursaut est inscrit dans cette histoire française. Quelle formidable chance! Quelle plus belle mission pourrait nous attendre que de reconstruire notre pays. Mes amis, soyez une génération aux yeux ouverts, à l'esprit libre et au cœur ardent, au service d'une seule ambition, reconstruire. Reconstruire, c'est redonner des fondations. Reconstruire, c'est protéger. Reconstruire, c'est avoir de l'audace. Reconstruire, c'est retrouver l'ambition. Reconstruire, c'est retrouver l'unité et la fierté.
Reconstruire, c'est transmettre à nouveau ce qui nous est le plus cher. Soyez cette génération. Soyez la génération à qui aucune mode, aucune idéologie, aucun système ne dicte sa pensée et ne censure sa liberté. Soyez la génération qui renverse l'impuissance publique et la désintégration nationale. Soyez la génération qui dit non à la fatalité et oui à la France. Il ne tient qu'à nous d'être à nouveau la France. Dans ces temps qui viennent, que notre détermination soit totale. Mes amis, soyez cette génération. Vive la République et vive la France. Merci à tous. Merci Laurent Wauquiez pour ce message plein d'espérance.